l'un des cadres les plus importants, qui faisait partie de l'élite de la politique ivoirienne, une des élites de la politique ivoirienne de l'époque, relate certaines vérités sur la personnalité de Ouattara, qui nous dit que Ouattara a voulu violer cette constitution-là en 1993, comme vous le savez, mais nous sommes en train de répéter, pour les jeunes générations, parce que les jeunes générations ne connaissent pas cette partie de l'histoire, donc voilà pourquoi nous répétons à chaque fois. Donc quand on répète, il y a au moins 2 ou 3 personnes, peut-être 10 personnes, qui n'ont pas peut-être écouté ce bout d'histoire. Donc il est important de la relater à chaque fois. Donc quelqu'un qui a essayé de violer cette constitution à cette époque où il n'avait pas tous les leviers ne peut pas léguer aujourd'hui le pouvoir quand il a tous les leviers aujourd'hui pour monopoliser. Ouattara a dit quoi? Il dit qu'il a besoin de 5 ans, mais aujourd'hui là, il n'est pas en train de réfléchir pour pouvoir faire 20 ans. C'est pas ça. C'est pas Ouattara Draman qui est en train d'aujourd'hui réfléchir pour faire 20 ans. Mais son jeu là, on a vu dedans. Et aujourd'hui, on n'est même plus dans cette histoire de candidature ou bien non, Gbagbo n'est pas candidat. Quand le peuple sort là, le peuple n'a qu'à demander que nous ne voulons plus, le peuple doit demander à Ouattara que nous ne voulons plus aujourd'hui de 4e mandat. Et c'est le narratif qu'il faut imposer aujourd'hui dans la communication. On n'est pas ici en train de dire non que non, lui là n'est pas candidat, lui là on n'est pas ici pour pleurnicher. On n'est plus dans le fait des candidatures de Guillaume Soro. On veut un gouvernement de transition. Et après maintenant, on va aller aux élections, réviser la liste électorale, essayer maintenant de faire compétir tout le monde. Si Thiam Dieu, il vient compétir, Babo va compétir, Guillaume Soro va compétir, les Ivoiriens vont élire la personne qui les sied, la personne qui peut diriger la Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'on demande à la nation ivoirienne. Ouattara n'est pas président de la Côte d'Ivoire après octobre 2025. Il faut qu'il dégage. Il faut qu'il arrive à comprendre les enjeux aujourd'hui de la jeunesse ivoirienne. La jeunesse ivoirienne aujourd'hui, elle a envie d'élever le niveau politique. Elle a des aspirations. Et je pense que ces aspirations sont légitimes. Elle a besoin de se faire entendre, que ce soit dans la sous-région, que ce soit à l'international. Elle a besoin de son autodétermination. Elle a besoin de prendre son destin en main. Elle a besoin de taper le poing sur la table pour dire, arrivé à un certain moment, ça suffit. Je ne veux pas aujourd'hui aller me jeter dans la Méditerranée, soit disant que je vais aller chercher un avenir meilleur. Alors qu'il y a un paradis ici qu'on appelle la Côte d'Ivoire, qui peut me permettre de vivre aisément, qui peut me permettre de regarder mes enfants, pas comme des ennemis, mais comme des êtres chers. À bas la Méditerranée aujourd'hui. Nous voulons des jeunes gens, des hommes responsables, des hommes visionnaires, des hommes qui croient aujourd'hui à leur nation. Les hommes qui croient aujourd'hui à la révolution populaire, à un soulèvement populaire, pour dire non à la forfaiture de Ouattara. Nous avons besoin de ça aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui à 5 mois des élections. Il faut des actions en Côte d'Ivoire. Nous ne devons pas aujourd'hui même attendre même un parti politique ou bien quiconque en train de lever pour dire non. Non, il faut qu'on arrive à donner le ton. Le ton, il faut qu'on arrive à imposer une politique à Ouattara. De la même manière, Ouattara a déstabilisé, il a rendu le pays au gouvernable. La population ivoirienne doit commencer déjà à montrer les signes que Ouattara n'est plus cette personne-là qui doit les gouverner. Le pouvoir appartient à la population. Et si seulement que la population prend conscience, c'est-à-dire que de son pouvoir immense qu'elle a. Nous sommes aujourd'hui devant une centaine ou bien 1 millier de personnes. Cette bourgeoisie comprador, comme l'a dit Thomas Sankara. Devant 29 millions ou bien devant 30 millions, je dirais, d'habitants ou bien de population. Mais Ouattara ne peut pas lutter contre vous si vous parlez de la même chose. C'est une brandie de personnes, c'est une aiguille dans la mer si Ouattara se lève. Ils vont dire non qu'il a l'armée. Est-ce que l'armée peut tuer 30 millions de personnes déterminées? Et je dis encore, je vais diminuer. Parce qu'une révolution ne se mène pas avec toute la population. Nous le savons pertinemment. Dans tous les pays où il y a eu des révolutions, c'est seulement 5% de la population qui crée ce qu'on appelle une révolution. Seulement 5%.
Donc nous avons besoin de 1 500 000 personnes. Seulement 1 500 000 personnes. 1 500 000 personnes en Côte d'Ivoire, il y a une révolution. 1 500 000 personnes, il y a une révolution en Côte d'Ivoire. 5% de la population, ça finit. C'est fini, ça suffit. Ça suffit, Ouattara n'est plus président. Il faut ces hommes et des femmes, et surtout les femmes. Parce que il y a une confusion. Ceux qui m'écoutent et qui vont dire non, il est en train d'inciter les gens à sortir et nous, on ne va pas sortir, on ne va pas faire cela. Mais si vous ne sortez pas, je vais vous donner la pertinence. Parce que j'aime pas les nuances, mais souvent les nuances sont importantes. Je vais faire une nuance là. La nuance, c'est quoi? C'est que si les Ivoiriens ne prennent pas leur destin en 2020, d'abord, vous serez apatrides dans vous-même vos pays. Vous avez vu les histoires de terrain qui s'est passé sur la plage de Mounou-Gaga, où les Libanais sont venus chasser les gens dans eux-mêmes leur village, vient interdire les gens de ne pas arriver dans certains endroits dans leur pays. Ça veut dire tout simplement que les forêts classées, parce que la forêt de Mounou-Gaga, comme vous le savez, ça fait plus de 40 000 hectares. Donc 40 000 hectares que les villageois ne peuvent même plus accéder, ça veut dire simplement que dans 5 ans, ces 40 000 hectares ou bien d'autres forêts seront pas pour les Ivoiriens. Ça, c'est un état de fait et ça va aboutir. Si Ouattara est toujours président. Si Ouattara est toujours président, les problèmes d'ACD ne seront pas réglés. Et les problèmes d'ACD là, c'est pas une histoire de Gbagbo, c'est pas une histoire de Soro, c'est pas une histoire de Ouattara, c'est une histoire que Ouattara doit partir. Il faut que ça soit clair dans la nuance. Il faut qu'on arrive à vous dire les choses. Les maisons qui sont en train de casser matin, midi, soir, si Ouattara ne va pas, vos problèmes de litige foncier, là, ça ne va pas se régler. Donc, au lieu de penser que on ne va pas sortir parce que nous, on est à 6000 km, on est en train de vous parler, voilà les réalités qui se passent aujourd'hui. Si vous voulez entreprendre dans ce pays et être libre, voilà des voies et moyens qu'on appelle la révolution populaire pour pouvoir revenir. Vos enfants, pour la grande majorité, ce qu'on appelle le prolétariat dans la définition générale du prolétariat, c'est le pauvre. Mais bon, le prolétariat a plusieurs sens. Mais bon, bref, on va rester dans le sens de la pauvreté. Les pauvres de Côte d'Ivoire, la grande majorité, si Ouattara reste toujours au pouvoir, vos enfants vont continuer à aller mourir à la Méditerranée. Vous n'aurez même pas leur corps pour pouvoir les enterrer comme des hommes dignes. Les poissons vont manger leur corps. C'est ça qui est la réalité. D'autres, on ne va plus les voir. Ils ne seront plus des êtres que vous allez voir. Vous n'allez plus avoir leurs nouvelles parce qu'un dauphin, parce qu'un requin a mangé ça dans l'eau là-bas. Ou bien il va sortir sur une rive là-bas où personne n'habite. Il va mourir dans le désert où, je ne souhaite pas, où ils vont l'enterrer sur la route et puis c'est fini. Mais il est mieux de dire à vos enfants d'aller sur Goudron aujourd'hui, d'aller brûler les pneus, d'aller dire non au 4e mandat. Au moins, même si l'enfant n'est plus là, vous aurez au moins l'occasion de voir vos autres enfants là réussir dans ce pays. Vous aurez vos enfants devant vous, même s'il est blessé, au moins tu sais que ton enfant est blessé. Tu sais que ton enfant a mené une lutte qui a abouti à quelque chose. Même si lui n'a pas profité, les autres enfants du pays vont profiter. Donc ça va stopper ce qu'on appelle l'hémorragie politique ivoirienne. Voilà la pertinence. Donc on est aujourd'hui, bien évidemment, à un chemin, à un tournant décisif de notre histoire, l'histoire de la Côte d'Ivoire. On est à un tournant décisif de notre histoire, l'histoire du peuple ivoirien. Nous devons aujourd'hui, sans reculer, pour les inégalités sociales, se lever et dire non au 4e mandat. Voilà pourquoi nous nous battons. Nous nous battons pour la cherté de la vie. C'est pas normal qu'aujourd'hui, les zones d'accès de nos denrées alimentaires sont interdits parce qu'on n'est pas encore arrivé à une certaine évolution pour dire qu'on doit partir acheter gombo dans le supermarché. C'est en train de venir. Mais vous faites comme si vous ne voyez pas. On a des gros yeux, on a des oreilles qui sont élevées comme ça, comme des éléphants, mais on fait comme si on ne voit pas. Mais dans la pertinence, dans la nuance, en réalité, c'est qu'ils vont nous obliger à vendre les gombos, les tomates, les cubes magie,
Tout ce que vous avez la facilité d'acheter avec nos mamans, avec nos sœurs, dans les marchés ou bien dans les trucs populaires, là, ils vont vous obliger à l'acheter dans les supermarchés. Bientôt, les marchés que vous voyez là, dans le programme de Ouattara, là, les marchés populaires, grands marchés de la Djamé, là, bientôt, ça ne va plus exister. Hein. Ils vont créer des incendies là-bas, ils vont s'élever, ils vont faire des projets faramineux, ils vont casser. Ils vont donner tout à des multinationales. Vous allez acheter Gombo, comme ça se passe en Europe. Ils veulent occidentaliser la Côte d'Ivoire. Peut-être que dans les villes là, et après ça va venir dans les villes, hein, on commence à désengorger Abidjan et après maintenant on rentre dans les villes. C'est le danger qui est en train de nous menacer aujourd'hui. Le danger qui menace aujourd'hui la nation ivoirienne. Donc on vous avertit. Il est important de tapoter. Continuez de tapoter s'il vous plaît. Vous êtes là, vous ne tapotez même pas. Dans 1h30, je vais couper le live. Je pense que ça ne vaut pas la peine de continuer parce que je suis devant une audience qui ne tapote pas. Monsieur Bakary Koné, bonjour. Vous êtes là? Monsieur Bakary Koné, vous êtes là? Bakary Koné. Ok, voilà des gens. Bakary Koné, vous êtes là? Bakary Koné, bonjour. Ok. Toi, tu montes, tu ne peux même pas dire bonjour. On va te bloquer. Parce qu'il me dit que c'est les gens qui viennent signaler mon live. On était à 100 personnes, tout de suite, le gars est monté, le live a chuté. On va vous bloquer. Hein. Si vous voulez écouter, vous restez dans les commentaires. Mais si vous voulez monter, venir signaler, on va vous bloquer. Parce que quelqu'un qui monte et qui ne dit même pas un mot, qui ne dit même pas je suis monté par hasard ou bien je suis monté par erreur, on te bloque. Oui, il n'y a plus de sentiments. Hein. Il n'y a plus de sentiments ici. Il n'y a plus de sentiments. Par exemple, on sait que vous montez pour signaler. Vous ne voulez pas qu'on communique. Vous ne voulez pas qu'on arrive à dire les choses au peuple ivoirien. Mais c'est la vérité. Aujourd'hui, le peuple ivoirien... Parce que les gens sont en train de créer ce qu'on appelle la confusion. Le pays ne va pas bien. Ils sont les mêmes là à dire que le pays ne va pas bien. Parce que je ne veux pas appuyer sur l'ambulance. Mais l'autre parti politique là, c'est un qui nous disait hier ici non, que le pays va bien, il n'y a pas de problème, la démocratie, que non, on ne veut pas mettre ses pans dans notre culotte, on est en train de sortir ici. Mais aujourd'hui là, quand on a le même problème, on commence à dénoncer. Non, il ne faut pas attendre pour avoir les problèmes pour dénoncer. Donc, avant là, les vérités que c'est-à-dire que nous on disait là, ce n'est pas les mêmes vérités que vous êtes à dire aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas les mêmes vérités là que vous êtes en train de répéter aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas la même vérité là que vous êtes en train de répéter aujourd'hui? On est dans ça encore aujourd'hui. Où les gens pensent que, parce qu'ils ont des petits privilèges, donc, ils ne vont pas dire les vérités. Ah, le pays va bien, ok. Bon, aujourd'hui là, voilà les gens qui signalent mon live. Hein. En fait, quand vous vous déclarez comme ça me plaît. Ça me plaît, j'arrive à vous éliminer rapidement. Parce que actuellement, là, je suis en train de chercher les ennemis qui sont en train de, c'est-à-dire que signaler mon live. Parce que je sais que vous signalez. Je sais que vous signalez. Donc, ça fait que ça joue sur mon audience. Je sais. Ça, là, c'est pas mon audience. Mon audience, c'est minimum 300 personnes, 400, 500. Mais depuis avant-hier jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que vous commencez à jouer sur mon audience parce que vous signalez. Parce que TikTok est comme ça. C'est un algorithme. C'est pas quelqu'un qui est là-bas. Donc, il ne réfléchit pas. Il prend compte de tout ce que les gens disent. Même si c'est de la bêtise. Mais bon, bref, vous n'êtes pas important. On va continuer. La population ivoirienne aujourd'hui doit comprendre un certain nombre de choses. Aujourd'hui, c'est vrai, moi je parle de Guillaume Soro, mais je parle de Guillaume Soro là. Est-ce que si Guillaume Soro vient au pouvoir là, vos problèmes de terrain là, il ne va pas régler? Je pense qu'il va régler. Moi, je parle de Guillaume Soro aujourd'hui. Est-ce que vos problèmes de la cherté de la vie là, est-ce que quand il vient là, il ne va pas se tourner là-dessus? Je pense qu'il va se tourner là-dessus. Il va trouver les vases et moyens pour qu'on arrive à avoir des choses. Oui. Oui, on va revoir les choses. Tout est à revoir en Côte d'Ivoire. L'économie ivoirienne doit tourner dans la main des Ivoiriens. Et s'il n'y a pas un nationaliste au pays, on ne peut pas avoir l'économie de la Côte d'Ivoire dans la main des Ivoiriens. Et ça, vous savez de qui je parle. Les Français, on ne peut pas vivre en Côte d'Ivoire en 2025 là. Et puis les Français vont être les plus riches en Côte d'Ivoire. Je suis désolé. Il faut nationaliser Orange. Orange Côte d'Ivoire, il faut la nationaliser.
par les vases et moyens. Orange Côte d'Ivoire doit appartenir à la Côte d'Ivoire, ou bien on doit imposer des choses à Orange Côte d'Ivoire, jusqu'à Orange Côte d'Ivoire même va fuir elle-même. Oui, c'est la vérité. Orange Côte d'Ivoire, là, on doit lui imposer que Orange Côte d'Ivoire doit donner, c'est-à-dire le Wi-Fi, c'est-à-dire que la connexion Internet à tous les universités de Côte d'Ivoire et les collèges. Internet gratuit, d'abord pour commencer. Parce que l'Internet, là, c'est une grande... C'est-à-dire que c'est un grand vol. Oui, Internet, c'est un grand vol. Orange nous vole en ce qui concerne les débits, là. Oui. On va poser des conditions. Si Orange Côte d'Ivoire ne respecte pas, on envoie une autre société pour la concurrencer et pour la faire tomber. Qu'elle aille se voir. Elle se fait voir ailleurs. Ou on la nationalise. On met des politiques en place pour la nationaliser. Les Ivoiriens vont gérer ça. Parce qu'elle a eu trop de bénéfices. Elle a volé, même elle a eu trop de bénéfices. Ça suffit. On va écouter ici le président Guillaume Soro. C'est-à-dire on continue de tapoter. Parce que les gens signalent. Hein. J'ai même pas envie de dire le mot là plusieurs fois. Mais quand on est là comme ça, les gens signalent le live. Mais les gens ne pourront pas nous arrêter de parler. Alassane le menteur. Quelqu'un comme moi, qui a été ministre d'État, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, ne peut pas s'accrocher à un poste. On ne peut pas l'acheter avec un poste. On ne peut pas le faire chanter avec un poste. Oui, les gens ne veulent pas que je dise la vérité. Pourtant, il faut qu'on dise la vérité. Celui qui m'a demandé de démissionner là s'appelle Alassane Ouattara. Bon, pourquoi vous voulez que je dise le nom de quelqu'un d'autre? Ou bien de mentir pour dire que c'est moi-même, je me suis levé dans un moment de folie et puis j'ai dit j'ai démissionné moi-même. Ou bien c'est ce que vous voulez attendre. Le président Ouattara m'a reçu, quelqu'un comme moi, qui a été... Que vous parlez aussi. On continue de tapoter la famille. La jeunesse ivoirienne est en joie parce que un certain 24 décembre 1999, nous avons été libérés du joug de la dictature fascisante de M. Bédier. Après 2 mois à l'étranger, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, est de retour en Côte d'Ivoire. Il entend prendre sa place dans le jeu politique. Condamné à la prison à vie, Guillaume Soro est reconnu coupable d'atteinte à la sûreté de l'État. Je n'irai pas plus loin dans mon exil. C'est pourquoi j'annonce, ici et maintenant, que je mets fin à mon exil. Entre 1995 et 1998, jeune et efflanqué, il était le chef du syndicat étudiant proche du parti de Laurent Gbagbo, la FC. Arrêté emprisonné pendant la dernière année du régime d'Henri Konan Bédié, il apprend alors la clandestinité. La FC, Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, semble alors l'université de la politique pour toute une génération de militants ivoiriens, à un moment où l'université, du reste, s'effondre peu à peu et où la principale matière étudiée par les syndicalistes étudiants est la violence. Dans les années où il militait, Guillaume Soro n'en était pas là. Les armes allaient venir, mais un peu plus tard. En 2002, des militaires dont certains ont trempé dans les complots et tentatives de coup d'État, réussis ou pas depuis 1999, date du renversement de Henri Konan Bédié tente un nouveau coup de force contre Laurent Gbagbo, cette fois après s'être préparé au Burkina Faso. Le coup échoue
Les loyalistes reprennent le contrôle d'Abidjan, mais les putschistes se regroupent en formation rebelle, dont l'organisation a été décidée dans le plus grand secret dans les villas de Ouagadougou, et prennent le contrôle du nord de la Côte d'Ivoire, qui est placé à leur tête. Surprise, Guillaume Soro, dirigeant une rébellion finalement baptisée Force Nouvelle ou FN. D'anciens alliés à ennemis du président Alassane Ouattara, Guillaume Soro, l'homme dont tout le monde se méfie, a toujours chevauché de postes ministériels à autres. Devenu président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, pendant plus de 8 ans, Guillaume Soro, l'homme à abattre, échappe à 6 tentatives d'assassinat. Acculé et pourchassé en raison de ses ambitions politiques, Guillaume Soro, l'homme qui dérange, s'est finalement contraint à l'exil. Aujourd'hui, nous allons voir raconter l'histoire d'un homme tout aussi discret que sombre. Un homme qui a bâti sa renommée, non seulement sur la crainte, mais aussi dans la clandestinité. À présent, voici l'histoire de Guillaume Soro. Le 8 mai 1972, à Kofi-Plé, sous-préfecture de Djawala, dans le département de Ferkessédougou, Guillaume Kikbafori Soro a vu le jour. Ferkessédougou, communément appelée Ferké, est une ville de Côte d'Ivoire, chef-lieu de la région de Tcholoko. Du point de vue de son importance démographique, elle est l'une des plus grandes villes du nord du pays. Sa mère, Sanoko Minata, femme qu'elle juge discrète, voire silencieuse, est de Lofokpo Kaha, un chef-lieu de commune dans le département de Ferkessédougou. Son père, Clément Soro Sanga, exerçait dans la compagnie de textile, la CDT, la compagnie ivoirienne de développement du textile. À propos de son père, dans son message politique sibyllin, Guillaume Soro écrivait « Mon père était plus sévère. Il incarnait vraiment le visage paternel et viril de nos tropiques. Quand il lui arrivait de vouloir me corriger dans mes incartades, c'est dans les bras de ma mère que je me réfugiais. Alors ces bras constituaient un bien maigre rempart, mais un rempart tout de même, pour me protéger de la colère justifiée, je l'avoue, de mon père qui voulait que j'apprenne les choses de la vie en homme. » Père de 4 enfants, Guillaume Soro partage sa vie avec Sylvie Tagrou, une BT du sud-ouest depuis ses années de lutte estudiantine. Les BT sont un peu plus vivants dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, notamment dans les régions qu'on appelle la boucle du cacao. Les BT constituent aujourd'hui à la fois la population la plus importante du monde cru de Côte d'Ivoire et ceux qui occupent un espace de la manière la plus dense. Ils sont avec les Sénoufos l'un des peuples les plus anciens sur le territoire de l'actuelle Côte d'Ivoire. En septembre 1978, à l'âge de 6 ans, Guillaume Soro accède à l'école primaire publique du village de Niélé. Vu son âge, la direction de l'école n'accepta pas de le prendre comme un élève plein. Il fut admis à l'école au départ comme élève bénévole. Heureusement, son premier instituteur lui donna alors sa chance en l'admettant d'office comme élève plein au cours préparatoire à 6 ans et demi. Il termine l'année scolaire au rang de 7e de la classe. En 1988, Guillaume Soro décroche son brevet d'études au premier cycle BPC au petit séminaire de la ville de Katiola. Katiola est une ville située au centre du pays, à 55 km au nord du Boaké, chef-lieu de la région du Hamboul, en Côte d'Ivoire. L'obtention de son baccalauréat au lycée classique de Boaké en 1992 lui ouvre à présent les portes de l'université de Cocody. Dans les années 90, la Côte d'Ivoire découvrait un jeune homme frêle, mais au charisme et à l'éloquence qui force l'admiration. À l'université, Guillaume Soro commence à s'intéresser peu à peu à la politique. Très vite, il commence à se faire remarquer pour ses prises de décision. D'aucuns l'appellent le Che, comme Che Guevara, et d'autres le général. C'est ainsi qu'il prend la tête de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire de 1995, FSI, alors qu'il préparait une licence d'anglais à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Son aversion pour le régime du Parti démocratique de Côte d'Ivoire de Henri Konan Bédié le conduira à plusieurs reprises à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, chaque fois qu'une manifestation étudiante dégénère. En 1998, à la faculté des lettres, arts et sciences humaines Flash, il obtient une licence en anglais. Cette même année, son mandat à la tête de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FSI, expire. Guillaume Soro est remplacé par Charles Blé Koudé, qui dirige aujourd'hui les jeunes partisans du président Laurent Gbagbo.
Après avoir quitté la tête de la FSI, Guillaume Soro part poursuivre ses études supérieures en France. Commence alors pour lui une vie de silence. Il réapparaît à la suite du coup d'État de Noël en 1999 qui porte la jeune du général Robert Gué au pouvoir et dirige le Forum international des étudiants francophones. Heureuse, la jeunesse ivoirienne est en joie parce que un certain 24 décembre 1999, nous avons été libérés du joug de la dictature fascisante de M. Bédier. Commence alors pour le Chi une autre étape de son parcours, la politique. Guillaume Soro est en Côte d'Ivoire lorsqu'intervient le coup d'État du 24 décembre 1999. Il organise et mobilise des milliers de jeunes au stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan. Au cours d'un meeting où il lance l'idée d'une opération main propre contre les anciens dignitaires du régime déchu. On le voit aux côtés de Robert Gué après son coup d'État reçu. Mais cette collaboration de Guillaume Soro avec la junte ne dure guère. La scission est vite consommée entre le général Robert Gué et Guillaume Soro. Il s'oppose à lui et s'allie à Alassane Ouattara lorsque celui-ci est exclu de l'élection présidentielle en 2000 par le régime militaire. Cette même année, Laurent Gbagbo devient président. Avec la bienveillance du président burkinabé Blaise Compaoré, Guillaume Soro s'installe dans une maison modeste de Ouagadougou, où il participe à l'organisation d'une rébellion pour renverser le nouveau chef de l'État. En 2002, les forces nouvelles tentent un coup d'État à Abidjan, mais l'opération échoue. Guillaume Soro réapparaît en septembre 2002 lorsque les forces nouvelles lancent sans succès une tentative de coup d'État à Abidjan en qualité de porte-parole puis secrétaire général de la branche politique du mouvement patriotique de Côte d'Ivoire, MPCI, qui devient, après les négociations de Linas Marcoussis, les forces nouvelles de la Côte d'Ivoire, mouvement rebelle. L'accord de Linas Marcoussis, ou accord Kléber, a été négocié du 15 au 26 janvier 2003 en France, à Linas Marcoussis. Cet accord visait à mettre un terme à la guerre civile de Côte d'Ivoire qui avait éclaté en septembre 2002. Nous sommes arrivés à Marcoussis pour négocier et récupérer les pouvoirs. Aujourd'hui, nous estimons que les pouvoirs ne sont plus aux mains de Gbagbo et qui vont être aux mains d'un Premier ministre qui va exercer le pouvoir et donc changer les choses. Autour de la table de négociation, les forces nouvelles, rebelles du Nord et les différents partis politiques du pays étaient invités par le président français Jacques Chirac pour négocier à huis clos les conditions de retour à la paix. L'accord a été signé au centre des conférences internationales avenue Kléber à Paris. Nous avons estimé qu'il est